Bonsoir et bienvenue sur D8 d'un voyage au bout de la nuit. Je poursuis la lecture ce soir de La paysanne pervertie de Rétif de la Bretonne. Alors, où en est cette petite perverse? Eh bien, le vice commence à monter dans ses veines, on dirait. Vous pouvez réagir sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag VBN, comme toujours, comme à vos habitudes. Voilà, j'en étais à la lettre 9, parce que oui, c'est une suite de lettres. Alors, Ursule à la même. Alors, à la même, c'est-à-dire que c'était Fanchon, je crois, hein. Pas dire de bêtises, donc sa belle-sœur qu'elle adore et qu'elle considère comme sa sœur. Voilà, Ursule à Fanchon. Elle parle de la manière dont Edmond fut terrassé de ma lettre au sujet de sa faute avec Laurotte. Le 2 juin. Oh, ma chère sœur, que ton mari a écrit durement. La faute est grande, mais le reproche est trop dur. Pour un cœur comme celui d'Edmond, il sait, est perdu et ne sait que devenir. Je suis la seule qui ait vu, et encore à son insu, la lettre qu'il vient de recevoir. Et je ne sais si j'en dois parler, car c'est une chose qui n'est pas de nature à être communiquée, non pas même à Madame Parangon. Oh mon Dieu, que viens-je d'entendre? L'homme chargé de la lettre sait ce qu'elle contient, et il l'a dit à la femme d'Edmond. Il faut que je demande à l'aller voir. Et comment donc? Ton mari a-t-il fait cette faute, lui? Il y a quelque chose là-dessous, et vous verrez que ce n'est pas vrai, qu'on aura mal compris, que notre cousine, sa mère, aura interprété le silence de sa fille à cause d'Edmond, la bien-aimée, dans notre jeune âge. Il faudrait que Laurotte fut une grande misérable d'avoir ainsi manqué de sagesse. Elle serait la seule criminelle, et je ne la plaindrais pas. Car un garçon, à ce qu'il me semble, quand il trouve une fille faible, avance toujours pour voir où elle réprimera, sachant fort bien, comme nous le disait hier Madame Parangon, que c'est à nous qu'est le rôle de résistance, et se tranquillisant à cet égard absolument sur nos bons principes, et quand il voit que nous en manquons, il en est tout étonné, mais il presse toujours la malheureuse fille, parce qu'il y a pour lui une véritable gloire à en triompher. Cela marque son mérite en tout genre, sa beauté, son esprit, son adresse et son talent de se faire aimer, qui renferment toutes les autres qualités. Ah, les garçons. C'est donc à nous à toujours résister, puisque notre gloire est tout l'opposé de celle des hommes, car quand nous sommes humiliés, ils sont réellement exaltés. Quoi qu'en veulent dire les femmes hommes de notre siècle. Ma chère sœur, écris-moi ce qui en est, d'après de bonnes informations, et que je rassure ici tout le monde. Oh, si tu savais ce que je sais, tu verrais bien qu'Edmond n'est pas capable d'une chose comme celle-là. On ne veut pas que j'aille voir ma belle-sœur. Et comme on sait tout, j'en devine la raison, nous partons demain matin pour Paris. Mademoiselle Fanchette et moi, Madame Parangon vient de me l'annoncer, comme j'étais accourue auprès d'elle pour m'informer. Je crois avoir entrevu Edmond, à qui je n'ai pas demandé à parler, m'apercevant bien qu'on me le cachait. Il avait la main sur son front, et il cachait son visage comme lorsqu'on est dans une profonde douleur. J'étais si fâchée de partir sans ma protectrice que j'en ai pleuré. « Je pars et vous restez », me suis écriée. « Il le faut », m'a-t-elle dit. « Cette aventure malheureuse qu'on me cache avance notre départ, de peur que nous l'apprenions. Et encore peut-être de peur que nos chers parents ne me fassent revenir. Adresse-moi donc ta réponse à Paris. Et encore, où? Il faudra attendre que je te réécrive, chère sœur. Tout est ici en combustion. Je vois, sans en faire semblant, le trouble qu'on veut me dérober. Car Madame Parangon se cache de moi, mais je m'aperçois qu'elle pleure. Tout à l'heure, je l'ai entendue, elle se croyait seule et disait la larme à l'œil. Dieu me punit cruellement, et peut-être un jour, moi-même, serai-je l'infortunée victime de ce jeune imprudent. Elle disait cela avec des sanglots. Adieu, je cachette bien vite. Je vais prier Vésigné d'être plus prudent au retour qu'il ne l'a été ici. Je vais donc partir pour la grande ville. Mais bien tristement, j'ai le cœur serré.
Deuxième partie de la paysanne pervertie. Lettre 10. Fanchon à Ursule. Tableau de douleur et lettre de fausseté dont ma femme lui fait part. Le 14 juin. Chère sœur, j'ai appris votre adresse par Madame Parangon, à un voyage que nous avons fait à... on ne sait pas. Pour voir le cher frère Edmond qui est bien malade, mais il faut qu'il y ait un peu de mieux, puisque je vous écris. C'est Madame Parangon qui nous avait mandé, comme vous le verrez par la lettre ci jointe. Hélas, il y a eu bien des malheurs. La pauvre Manon, Dieu lui fasse paix, a fini douloureusement ses jours par un double poison, celui de la jalousie au sujet de ce que vous savez, et un autre qui tue plus vite, le corps. Vous m'entendez? Cependant, ma très chère sœur, vous aviez bien raison dans ce que vous m'avez marqué, qu'Edmond était incapable d'une action pareille. Et ce nous est, à mon mari et à moi, une grande consolation, quoique Edmond ait démenti la lettre de son ami qui le dit. J'aime à en croire Monsieur Godet de préférence. Vous allez en juger. Je me suis emparée de cette lettre pour la remontrer quelques jours à nos bons pères et mères quand ils seront de sang-froid. Ce qui me fait croire qu'Edmond pourrait bien dire ça, dans le dessein de ne pas faire passer Laurotte pour une malheureuse, c'est que sa femme, étant morte, il n'a plus de raison de craindre pour elle l'effet de ce qu'on lui attribue. Mais moi, je regarde la lettre comme bien croyable, car enfin, pourquoi M. Godet aurait-il fait une chose comme celle-là? Je vous dirais que j'ai vu ici bien des douleurs, dont je suis charmée que vous n'ayez pas été témoin. J'ai peur que vous n'ayez pas été témoin. Car vous l'auriez été, on vous allait envoyer chercher pour redemeurer ici. Quand on a su que vous étiez parti, cela a d'abord fait différer. Ensuite, on a eu peur de fâcher Madame Parangon, en lui marquant de la défiance. Ma chère sœur, le triste et pieux spectacle qu'un père vénérable qui maudit. J'ai tressailli jusque dans les entrailles en l'entendant maudire. Et nous nous sommes jetés à genoux devant lui. Mais sa colère ne se calmait pas. Elle était encore animée par notre cousine, la mère de l'infortuné. Notre père voulait partir pour aller châtier Edmond. Il allait, il venait, il ne se possédait pas. Cet orage faisait trembler, car il ne jetait sur nous tous qu'un regard sombre. Il a pourtant été à l'église, et on dit, car je ne l'ai pas vu, qu'il s'est mis à genoux sur la tombe de son père et qu'il s'y récriait seul. Des enfants, oh mon Dieu, je vous ai demandé des enfants, et vous me les avez donnés dans votre fureur. Et mon mari, dit-on, car il ne m'en a pas touché un mot, et je n'ai osé l'interroger là-dessus, s'est approché doucement et en tremblant derrière lui. Il lui a dit en se prosternant et baisant la poussière, « Non, pas tous, mon père. » Et le vieillard vénérable est resté immobile à ce mot de son fils aîné. Il s'est tu plus d'un quart d'heure. Ensuite, il a dit à son fils, « Bénissons-en Dieu ensemble, mon fils, sur la tombe de mon digne père, que Dieu punisse le coupable et bénisse les bons. » « Oh, mon père, s'est écrié Pierre, si vous n'aviez été mon père, je vous aurais fermé la bouche au premier mot de ce maudisson. Mais vous êtes mon père, sur la tombe du vôtre, doublement sacré en ce moment ici pour moi, mais veuillez rétracter en priant Dieu, car mon pauvre frère serait perdu à jamais. » Et le vieillard s'est mis à pleurer, et il a prié, bas, sans répondre à son fils, qui a bien vu qu'il rétractait. Et ils sont revenus ensemble, le père s'appuyant sur le fils, et le fils tenant un bras passé autour de son père, d'une façon d'amitié d'une part et de respect de l'autre, qu'un chacun qui les voyait en était attendri, car ils sont bien aimés, tant le père que les enfants, et tout le monde d'ici disait qu'Edmond n'était pas capable de ça. Mandez-moi, chère sœur, de vos nouvelles, car je me sens de l'inquiétude pour vous. Depuis
que vous êtes dans ce Paris, et il me semble à chaque lettre qui vient de la poste qu'il peut y avoir dedans quelque malheur à votre sujet. Oh, chère petite sœur, pauvre brebiette, si douce et si jolie, au milieu des loups, que n'êtes-vous ici? Je vous rêve souvent, et quoique je n'ai pas foi aux rêves, car mon mari dit que ce sont des chimères, si est-ce que je ne rêve qu'en mal, et ça ne me fait pas plaisir. Je prie tous les jours le bon Dieu pour vous et pour Edmond, après mes devoirs, et avec bien de l'ardeur, je vous assure. Adieu, chère petite sœur, et puissais-je avoir de plus heureuses nouvelles, de peu en ça à vous mander. Lettre de Madame Parangon à Pierrot et sa femme. Mon cher Pierre et ma chère Fanchon, c'est à vous que je m'adresse de préférence pour vous annoncer la maladie ou le désespoir a réduit votre cher frère Edmond. Dès qu'il vous eut écrit la lettre qui vous annonçait la mort de sa femme, une fièvre violente l'a saisi et dans la même soirée, il eut le transport. Je ne vous ferai pas les détails de ce cruel commencement de maladie, où il disait des choses tant au sujet de l'infortuné qu'au mien que je n'oublierai jamais. Je puis vous assurer que j'ai pris de lui les mêmes soins que s'il eût été mon frère, comme il est le vôtre, car il est le mien de cœur et de volonté. Mais ne m'en ayez aucune obligation. L'humanité seule et mon penchant suffisaient pour m'obliger à m'occuper de ce cher malade, et l'une et l'autre ont été mon dédommagement. Ainsi, je laisse là ces détails, quoique je sache qu'ils vous intéressent beaucoup pour vous entretenir du départ de mon Ursule, que je regarde comme réellement à moi, autant par l'amitié qu'elle m'inspire que par celle qu'elle a pour moi. Non que je prétende m'emparer de son affection pour l'ôter à vos chers parents et à vous, à qui elle sera toujours par la tendresse filiale ou fraternelle, mais elle est à moi, par le bien que je lui veux. Dès que le malheur fut arrivé, je décidai son départ, comme je sais qu'elle vous l'a écrit. Et elle se conforma en tout à ma volonté, avec sa douceur ordinaire. Depuis qu'elle est avec moi, je ne lui ai remarqué que des qualités, et pas un défaut. Et voici l'idée que je me suis formée de son caractère. Elle est douce par tempérament, haute par l'éducation libre et républicaine que vous a donnée votre père. Elle regarde le déshonneur comme une tâche matérielle en quelque sorte. Et dans ses idées, elle serait capable de dire le même mot qu'un jeune gentilhomme disait un jour d'un officier qui avait reçu un soufflet. Il s'approcha de celui qui le venait de nommer et lui dit avec un naïf étonnement: « Il n'est pas changé. » De même, si Ursule voyait une de ces femmes déshonorées par leur inconduite, elle la considérerait avec un étonnement naïf qui lui ferait demander si elle mange, boit et dort comme nous. Elle s'imaginerait qu'une libertine devrait être tout autrement constituée qu'elle. C'est une chose dont je me suis aperçue à l'égard de l'infortuné que nous pleurons. Ursule était instruite des premières. Aussi ne la regardait-elle d'abord qu'avec une curiosité de frayeur. Mais lorsqu'elle l'a connue particulièrement, elle a pris pour elle la plus tendre amitié, une estime sincère et tous les sentiments obligeants. Vous pensez bien que j'en ai été charmée. Mais j'avais une crainte pour ma jeune amie, en qualité de son institutrice et de sa seconde mère, puisque je remplace à son égard Barbe de Bertraud. Je voulus savoir un jour si elle ne regardait plus certaines fautes comme aussi graves qu'à son arrivée ici. Je la questionnai adroitement et voici comme je connus sa façon de penser. « Tu aimes bien Manon, Ursule ?»« Beaucoup, madame. C'est bien, il faut aimer ta sœur. Et votre cousine. Et mon amie. Ah, ce titre-là me la rend bien chère. Voyez pourtant, c'est avec raison que l'Évangile dit que les jugements téméraires sont un grand péché. C'est une belle vérité, ma bonne amie. Mais comment l'appliques-tu ici ? Par exemple, vous, mademoiselle Tiennette et moi, n'avons-nous pas cru que Manon était une libertine ? Cependant, depuis que je la connais,
Je vois que cela ne se peut pas et que nos yeux nous avaient trompés. Elle a agi tout comme nous. Elle parle de même, elle est faite de même. Ainsi, cela ne saurait être. J'ai bien vu que vous le pensiez aussi et je l'ai aimée au double à cause qu'elle n'a pas fait à mon grand frère Edmond les vilaines choses que j'avais cru d'abord, ainsi que vous. Je ne lui répondis rien, mais je l'embrassai en pensant tout bas. Respectable et précieuse innocence, combien serait coupable celui qui te porterait la première atteinte. Outre le péché en lui-même, ce serait encore un horrible sacrilège. Quand je dis cela à Tiennette, afin qu'elle ne détruisît pas l'heureuse idée qu'avait Ursule, cette bonne fille me répondit qu'elle s'en était aperçue et qu'elle s'était proposée de m'en parler pour me demander mes conseils. Vous jugez d'après cela, cher Pierre et cher Fanchon, si je dois aimer mon Ursule et avoir confiance en elle. Aussi lui ai-je donné ma sœur pour compagne. Je veux qu'elle soit inséparable jusqu'à leur établissement. Il ne me reste plus qu'à vous parler de nos adieux à l'instant de la séparation. Je n'étais pas trop à moi, comme vous pensez, quand Ursule sut qu'elle allait partir avec Fanchette sous la conduite de Madame Canon. Elle me regardait avec des yeux interdits, car je n'avais pas encore prononcé le mot « je reste », mais quand une fois je dis « il faut que je reste à cause d'Edmond », je vis le bon naturel d'Ursule, son bon caractère, son amitié pour moi et sa tendresse pour ses parents dans ses regards et dans sa réponse. Ses yeux devinrent humides. Elle fit un mouvement, les bras étendus pour venir à moi. Elle s'arrêta, me regarda tendrement et me dit enfin « Je pars et vous restez, mais il le faut. Et je vais être orpheline tout à fait. Je n'aurai plus que la sœur que vous m'avez donnée. Cependant, permettez-moi de vous dire qu'il est juste que je ressente la douleur d'être éloignée de mon digne père et de ma bonne mère. Votre compagnie l'aurait trop affaiblie, ainsi je la sentirais, sinon avec plaisir, puisque la douleur y est contraire, du moins avec contentement de la sentir. Car toutes les fois que je sens cette heureuse douleur, de l'éloignement de ma bonne mère surtout, cela me rappelle de qui j'ai le bonheur d'être fille et de qui j'ai l'honneur d'être amie. Eh bien, mes chers bons amis, que pensez-vous de cette réponse dans une jeune fille de 17 ans élevée au village? Mais que dis-je au village? L'éducation que vous ont donnée chez vous cet homme que vous appelez votre père et cette femme que vous appelez votre mère, et que moi je nomme des anges, fait plus penser 1000 fois que celle des villes. Mon Ursule est partie, mais j'ai encore Edmond. Il vous demande « Je vous désire, venez nous voir et me consoler un peu de mes privations par votre chère présence. » Que j'aime, cette bonne dame, qui sait si bien me faire aimer ce que j'aime tant déjà. Voici à présent la lettre de l'ami d'Edmond que je vous ai promise. Lettre de Godet à Edmond, conservée par Fanchon. Mon très cher ami, au lieu d'employer de vaines consolations comme les amis vulgaires, j'ai couru à la source du mal et je me suis emparée de l'esprit d'une mère désolée et d'une fille innocente, dont l'une ne savait que se lamenter à grand bruit et dont l'autre, vierge encore d'esprit, s'étonnait de la désolation qu'elle voyait autour d'elle. Car enfin, c'est l'innocente qui parle, faire un enfant n'est pas tuer un homme, ni voler, ni piller, ni mettre le feu, ni battre, ni même seulement dire des injures à quelqu'un. J'en ai vu qui en ont fait et elles en ont été quittes pour une chanson qu'on a composée sur elles. Surpris de ce langage, j'ai voulu pénétrer dans l'âme de la jeune personne et y voir s'il était bien vrai que ce fût toi qui l'eusse mise dans l'embarras. Et tu penses que je n'ai pas eu de peine à l'amener à me dire ce que je désirais. Mais vu son innocence, elle m'a instruit, sans le savoir. J'ai profité de mes avantages sur cet enfant pour lui faire signer, à l'insu de sa mère, une lettre à tes parents qui est incluse dans celle-ci par laquelle
Elle s'accuse de t'avoir injustement chargé de la moitié de sa faute. Mon motif dans cette démarche est louable doublement. C'est de te réconcilier avec ta famille par la certitude de ton innocence et de rendre la tranquillité à ton épouse. Aussi, n'ai-je pas perdu un seul moment et j'ai préféré de partir sans te voir, à te voir sans te servir. Adieu, cher Edmond, et ne te laisse pas prévenir, car j'ai bien des ennemis. Mais ton inexpérience est le plus dangereux. PS, ostensibilem, anc epistolam feci. Lettre de Laure aux parents d'Edmond, dictée par Godet. Mon cher cousin et ma chère cousine, je vous écris ces lignes à l'insu de ma mère afin de vous tranquilliser au sujet de mon cousin Edmond, que j'ai eu la faiblesse d'accuser à ma mère, crainte d'être battue. Mais la vérité est que ce n'est pas lui qui m'a mal fait, bien au contraire, car c'est en revenant un jour du marché que, m'étant arrêté sous les vernes et les aulnes à l'ombre, et m'étant endormi, pendant que Robin broutait d'appétit, je m'éveillais à ce que me faisait un gros blatayé, qui m'avait surprise et dont je ne pus me défendre. Mais comme je ne savais pas ce que c'était, je ne fus pas si en colère que je l'aurais cru. Et je n'en dis rien tant seulement à ma mère, jusqu'au moment où elle l'a deviné. Et qu'avant tout, elle a été tout justement me nommer mon cousin en disant « Encore, si c'était lui !» Et moi, entendant ça, j'ai dit que ce l'était. Ensuite, elle a appris qu'il était marié, ce qui a fait tout le bruit. Voilà tout, mon cher cousin et ma chère cousine. Ainsi, je vous prie de n'en point vouloir à mon cousin Edmond. J'ai l'honneur d'être avec respect votre très humble et très obéissante servante, Laure. Vous voyez, chère sœur, que c'est bien malheureux qu'on ait accusé le pauvre frère Edmond. Il s'en passe des choses dans la paysanne pervertie de Rétif, de la Bretonne. Écoutez, qu'est-ce que je peux faire à part vous dire au revoir à la prochaine fois et vous embrasser très fort comme d'habitude.